Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Une des plus grandes causes de division dans les familles en Afrique aujourd'hui, c'est le partage de l'héritage lors du décès d'un parent. C'est là que tu vois toutes sortes de palabres, toutes sortes d'accusations de sorcellerie, toutes sortes d'injustices. Pourtant, on vit dans un pays de droit et la loi dit quelque chose. Mais souvent, on a l'impression que entre la loi et la coutume, c'est la coutume qui domine. Qui a raison? Qui a tort? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devrait se passer? Pour avoir la vérité, on vous a dit quoi? L'héritage et les successions en Afrique, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler sur ce plateau, sur le plateau de La Réunion. Je suis toujours avec la ravissante, la magnifique, la sublime Brezinger. Ovation pour elle, s'il vous plaît. Je pense que le marron nous va bien, le marron vert. Oui, franchement, aujourd'hui, là, quand même, la sortie. Ça fait couple, tu vois. Bon. Il y a le silence gênant qui est passé. Ça va pas faire couple, ça fait couple, non? Héritage et succession en Afrique. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est ce qui divise les familles en Afrique. On ne comprend pas. Il y a la loi qui est là, il y a la loi qui dit des choses. Mais coutume, comme tu as dit. Souvent, quand l'héritage, le partage de l'héritage arrive, toi, tu as peur d'aller dire que la loi dit que c'est moi qui ai le droit. Ouais. Parce que peut-être dans une semaine ou deux, tu ne seras plus là. C'est ça. À cause de, je sais pas, souvent, c'est même pas bon héritage. Hein. C'est juste 2 t-shirts du vieux, tu vois, vraiment. C'est pas facile. On n'est pas seul comme d'habitude. On a nos invités qui ont vécu eux aussi des expériences ou qui vivent des expériences avec ce sujet-là. On va les inviter un à un. Premier invité, Abi Jean-Martial, il a 30 ans, il est consultant en communication. Il nous vient des 2 plateaux. Ovation pour lui, s'il vous plaît. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue sur notre plateau. Notre deuxième invitée nous vient de Bingerville. Elle est institutrice. On accueille Madame Aongo. Ovation pour elle, s'il vous plaît. Ovation jusqu'à ce qu'elle s'asseye. On adore sa tenue. Ça, c'est une très, très belle tenue. Très belle tenue. Ovation encore jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Bienvenue sur le plateau de La Réunion. Notre troisième invitée qui va venir nous partager un peu son savoir sur la question. Elle s'appelle Sandrine Adon. Ovation pour elle, s'il vous plaît. Ovation jusqu'à ce qu'elle s'asseye, quand même. Voilà. Il faut. Voilà, juste ici comme ça. Le grand cositi. Ouais, il faut. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que je ne suis pas galant. On n'est pas galant dans le syndicat. Bienvenue à nos invités sur le plateau. Aujourd'hui, les questions d'héritage, les questions de succession. Il sera aussi question un peu de sorcellerie. Il sera aussi question d'un peu de tout ce qui est autour. Parce que ça pose beaucoup de problèmes. Blessing, je te laisse les inviter. On a notre mannequin qui est là. Je pense qu'il a une expérience. Qui sent très bon. Ouais, qui sent très bon, je précise. Il a une expérience. Jean-Martial. Jean-Martial, oui. D'accord. Donc, on veut avoir un peu l'expérience de Jean-Martial et tout. Parce que tu as une expérience un peu compliquée avec la question. Oui, très compliquée dans le sens où ma famille et moi ont été lésés lors de la succession, donc au décès de mon père. Chez nous, c'est le matriarcat. Au décès du père, c'est le grand cousin, donc c'est-à-dire le fils de la grande sœur de mon père, qui est automatiquement l'héritier, mais pas l'héritier de ses biens, celui qui est censé nous faire la répartition des biens, en fait. C'est comme ça que chez nous, ça fonctionne. Mon père est décédé le 11 février 2018. 2018, ah, et déjà, j'apprends le décès de mon père par une tante qui est en France, je ne sais pas, je me réveille comme ça. Allô, Jean-Mi. Une tante qui est en France. Oui. Une tante qui est en France. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand moi, j'apprends le décès de mon père, automatiquement, j'appelle ma mère pour savoir... Bon, oui, bien sûr, moi, je sais que mon père est à l'hôpital dans le coma. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas qu'il était décédé. Donc, son téléphone ne passe pas. Je comprends automatiquement qu'elle est à l'église puisque c'était un dimanche matin.
j'ai eu la présence d'esprit de, dès que mon père décède le même jour, de partir dans sa chambre et de prendre sa malle où il range tous ses documents. Je prends, je le mets avec moi, cette malle, et puis après les présentations primaires des condoléances, vu que moi j'ai quitté ma cellule familiale très tôt. Donc à partir de 22 ans, je ne vivais plus déjà avec mes parents. Donc je retourne chez moi avec le sac de mon père. On commence déjà à essayer d'établir les programmes des obsèques et patati et patata. Je pense 3 jours après que mon père décède, je commence à me sentir mal. 3 jours après seulement. Et je vous dis pourquoi. Donc, exactement. Wow. Donc, je commence à me sentir mal. Je fais jusqu'à 42 de fièvre. Je commence à avoir des éruptions cutanées. Je ne suis pas bien. Donc, ma mère m'appelle pour me dire, il y a ta tante qui cherche en fait les papiers de ton père pour aller faire l'acte de décès. Je dis, mais en fait, c'est moi le plus grand à Abidjan. C'est toi qui vas faire l'acte de décès. C'est moi qui suis. Donc, c'est ce pourquoi j'ai pris les papiers de papa pour que je puisse aller faire l'acte de décès. Elle me dit non, ta tante réclame ces papiers pour aller faire l'acte de décès. Je dis bon, en tout cas, dis que c'est moi qui les ai et je vais m'en occuper. 5 jours passent, une semaine passe, je me sens vraiment pas bien. Ça, au point grave. où je fais 43 de fièvre, je commence même à avoir des hallucinations et tout ça. À délirer carrément. Donc, on m'hospitalise. Donc, j'appelle ma mère pour dire que je suis très pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, en fait, tu as pris les papiers de ton père et on réclame les papiers de ton père. Donc, si tu ne veux pas perdre ta vie dans ça, envoie les papiers de ton père. Waouh. C'était, je pense, 10 jours, jour pour jour, que je me sentais pas mal. Dès que j'ai déposé les papiers de mon père, je me suis senti bien. Mes éruptions cutanées sont parties. Donc là, je sais. Dès que tu as déposé les papiers, je te dis, mon père est décédé dimanche. Le mercredi d'une semaine après, pas le mercredi qui a suivi, d'une semaine après, je suis parti à Bassam, j'ai déposé les papiers. Le jeudi, j'étais bien. Le jeudi, c'est-à-dire le lendemain, c'était fini. Donc, effectivement, on se dit que tu avais reçu. Oui, ça m'annonçait plus ou moins les couleurs de comment les funérailles allaient se passer. Parce que juste une semaine comme ça. Donc, on fait la cotisation entre frères et sœurs. Mon frère et ma grande sœur viennent de Paris. On lève la somme qu'il faut, que la famille demande, que les enfants sont censés débourser pour enterrer votre père. Donc, on finit de faire tout ça. Et on est arrivé au jour, c'est les obsèques traditionnelles, c'est-à-dire après le funérail le samedi, on part dans une cour au village où on est censé faire maintenant la succession des biens. Quand je veux assister aux obsèques, à la succession des biens en langue, on me fait savoir qu'on n'est pas autorisé à assister au partage. Vous les enfants. Pourquoi? Le motif, c'est que par exemple au village, pour assister aux funérailles traditionnelles, il faudrait être vêtu du 3 pagnes. Donc le pagne traditionnel. Donc juste parce que tu n'es pas venu dans les habits, tu vas pas. Non, mais c'est là que moi je suis intelligent, je l'ai fait fort. J'avais déjà mon 3 pagnes. Mon pagne de funérailles était un 3 pagnes. Les autres ne sont pas venus avec le 3 pagnes. Non, mon frère, lui, il vient de France, ma soeur pareil, donc ils n'ont rien à foutre de tout ça. Donc voilà, donc j'assiste aux obsèques, je comprends plus ou moins ce qui se dit. Dans la tradition, il faudrait que, comme je dis, le fils aîné de la sœur de mon père, qui est censé avoir les biens et s'occuper de nous. C'est ce qu'elle dit en fait. C'est pas genre tu prends les biens puis c'est pour toi. Tu prends les biens. Gérer ça pour vous. Voilà, gérer ça pour nous, faire la répartition. Je ne viens pas dire que mon père avait des masses, mais c'était un fonctionnaire de l'État. Il avait 3 écoles à son actif, il avait des plantations, il avait des villas et tout ça. Donc, quand même. Voilà. On parle de quelque chose quand même. Il avait un minimum de 3 voitures. Voilà. Il avait de quoi subvenir à nos besoins. Donc, en vrai, quand je viens, on nous explique que oui, c'est votre cousin Germain. C'est comme ça que... Il était là? Il était là, puisque c'est lui l'héritier de base qui est censé vous répartir les biens. On essaie de rentrer en contact avec le tonton. Il n'est pas très disponible. Il nous met ici, non, on se parle là, on fait des réunions là, tout ça. Il a votre héritage et il n'est pas disponible. Merci. Et donc, tu seras disponible, lui. Donc, moi, après, ma mère est censée faire sa période de veuvage. C'est qu'en fait, on la sort de la maison. Et du coup, quand ma mère sort de la maison, elle n'entre plus jamais de la maison, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si ma mère s'est retrouvée à la rue le lendemain du fait des enterrements de mon père. Ils ont tourné le dos carrément. Donc, en fait, ils ont les voitures, ils ont les clés, ils ont les papiers qui attestent ces écoles, ils ont tout. Et ils ne réagissent plus à vos appels. On essaie de rentrer en contact. Entre moi, mes deux frères et sœurs, donc ma grande sœur et mon frère, doivent rentrer sur Paris, puisque c'est là qu'ils résident. Et rien. Une semaine passe, 2 semaines, ma sœur rentre. Mon frère, lui, il ne peut pas parce qu'il y a son travail, il y a sa famille qui doit gérer. Il part. Donc, je suis le seul, en fait, aîné à Abidjan. Étant à Abidjan. On revient à toi, Jean-Martial. On est avec Madame Aongo, qui a une histoire différente un peu.
votre père ne vous a rien légué, on peut dire. Moi, je vais comprendre. Il avait, il dit, il ne donne pas, ou bien malheureusement, avant de partir, il n'y avait plus rien, ou bien lui-même, il a dit qu'il donne à d'autres personnes au lieu de vous. On veut savoir. Ok, je vous remercie. Mon père était orphelin de père et de mère. Et il était enfant unique. Donc, il n'avait pas de frère direct. Il vivait, au décès de ses parents, il vivait avec son oncle. Donc, quand il a grandi, lui-même, il est allé se chercher, comme on a l'habitude de dire, en Côte d'Ivoire. Et il a eu son boulot. C'est alors qu'il s'est marié. Il a épousé ma mère. D'accord. Voilà. Donc, il a travaillé. Il travaillait au TP, Travaux publics en son temps. D'accord. Donc, ça allait bien chez lui. Nous n'étions pas encore nés. Ça allait très bien chez lui. Et pendant que ça allait chez lui, puisqu'il est unique, donc il s'occupait de ses cousins, de ses cousines. En tout cas, il était très généreux. D'accord. Se disant que si demain, il n'est plus, ces derniers allaient s'occuper de sa famille. Et il travaillait jusqu'en 1998, où il a perdu son emploi. D'accord. Et quand il a perdu son emploi, il n'a eu personne pour lui venir en aide. Après tout ce qu'il a fait. Après tout ce qu'il a fait. Et nous étions dans la galère, comme on le dit. Voilà. Vous étiez combien? 10 enfants. 10 enfants, d'accord. Donc, le peu d'argent qu'il a eu après la compression, c'est cet argent qu'il a pris pour faire une maison. D'accord, une maison. Voilà. Depuis tout le temps, il travaillait. Il n'a pas pu construire de maison à cause de sa générosité. À force d'aider à gauche, à droite. À force d'aider à gauche, à droite. Et c'est ainsi qu'on a aménagé dans la maison. Et malheureusement, en 2004, il est décédé. Il est parti, personne. Voilà. Donc, au moment où il décédait, il n'avait plus rien. Si ce n'est la maison. Voilà, si ce n'est la maison. Et de son vivant, il nous disait que je n'ai pas hérité de plantation, je n'ai rien. Donc, moi, je n'ai rien d'autre aussi à vous léguer. En réalité, il avait envie. Mais vu la situation qu'il Comment ça s'était passé? D'accord. Voilà. Vu la misère, la pauvreté, il n'avait pratiquement plus rien. Puisqu'il était licencié de son travail. Paix à son âme. Petite question rapide. Oui. Tous ceux qu'il a aidés, qui sont devenus des cadres, ils étaient à ses obsèques? Ils sont venus? Non. Ils ne sont même pas venus? Ils ne sont pas venus. C'est une personne qui est venue. Et bon, il y a quelques-uns qui ont fait des petits dépôts pour pouvoir faire aider. Mais c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'il a fait pour eux. Et même après son décès, ces personnes ne se sont pas manifestées pour rendre aux enfants du monsieur ce qu'il avait fait pour eux. Non. Et qu'est-ce que la mère faisait pour subvenir à vos besoins? Elle se débrouillait un peu au marché. Un peu de commerce? Un peu de commerce, mais c'était difficile. Parce que quand elle va vendre, elle prend les choses à crédit. Pour venir encore. Par exemple, si elle va prendre les légumes chez une dame, elle vend. Et comme elle avait un autre crédit en cours, elle prend cet argent, elle va rembourser pour pouvoir avoir de la marchandise. De l'autre côté, c'est comme ça qu'on a vécu. Et arrivé un moment même pour avoir à manger, c'était vraiment compliqué. J'imagine, pour 10 enfants. C'était compliqué. Mais je ne veux pas qu'on entre directement. Aujourd'hui, je vois Mme Aongo et c'est que c'est une revanche sur la vie. On va aller pas à pas. Tu vas nous expliquer la revanche. Oui, applaudissements pour Mme Aongo. L'histoire au début est triste, mais je sais que la fin là, on sera tous contents, on va tous applaudir. On va demander à... Oui, notre juriste, doctorante. Doctorante, ça c'est fort. Qu'est-ce qu'elle pense de l'histoire d'abord. Des deux histoires, mais en commençant par lui, son histoire peut-être. Qu'est-ce que je pense de ce que Jean Martial... De Jean Martial, parce que l'histoire de Jean Martial même où il y a une véritable injustice qui est... Je sens qu'on va durer dans ça, on va voir comment bien déployer. On va marquer une petite pause, on revient tout de suite après la pause. On est de retour de la pub, nous
nous sommes avec Sandrine, je peux dire ça comme ça, oui, doctorante en droit de la famille. Non, c'est important de spécifier hein, parce que ce n'est pas des études fallacieuses. Juridiquement, qu'est-ce que vous dites? Déjà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, après les indépendances, le législateur, donc nos députés, ont décidé qu'il fallait rompre carrément avec la coutume. Donc après la loi de 64, le législateur ivoirien a décidé que tout ce qui était loi ou bien règles coutumières ne devait plus s'appliquer. Depuis 1964, dans les tests bien sûr, en Côte d'Ivoire, les héritiers, ceux qui viennent en premier ordre, ce sont les enfants. Ce sont les enfants? Les enfants ou les petits-enfants, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'enfants. D'accord, donc Jean Martial alors? Exactement, Jean Martial et ses frères. En 2019, la loi a été réformée. On y a ajouté maintenant, c'est-à-dire avec les enfants qui viennent en premier ordre, le conjoint survivant, c'est-à-dire l'époux qui reste en vie. Donc, maintenant, quand quelqu'un décède, qu'il est marié légalement, ses enfants ont droit à 3/4 de sa succession et le conjoint survivant récupère le quart qui reste. Mais est-ce que l'État, le droit a prévu la fièvre que mon gars a eue? Est-ce que l'État a prévu? Parce que le gars, il était à 43 degrés. Je ne pense pas qu'il a pensé au droit que tu es en train de citer là. Est-ce que l'État prévoit ça? D'accord. Et c'est un peu ça notre problème, je vais le dire. Parce que la loi n'a pas tenu compte de la coutume. Alors que nos coutumes ont la peau dure. Très dur. Jean Martial et sa maman, ainsi que tous ses frères, auraient dû aller voir le juge. C'est-à-dire, la succession s'ouvre au lieu du décès. Ça allait double fièvre. Hein? Exactement. J'allais en venir s'il n'avait pas eu la fièvre, évidemment. Mais ce paramètre-là, malheureusement... C'est ce qui est normal, ce qui doit se faire. On est en Afrique, comme vous l'avez dit. Et l'Afrique a ces mystères que même le plus grand juriste ne peut pas... C'est clair. Jean Martial, est-ce que tu as eu le temps de penser à faire ce jugement d'hérédité ou même de te renseigner après ta fièvre? Est-ce que tu as eu cette... Est-ce que tu as eu... En vrai, quand tout ça s'est passé, à l'époque, je travaillais pour une dame qui est avocate, donc je salue au passage Maître Kakoutié, qui était aux obsèques ce jour et qui m'a approché, qui me dit, après, pour ce qui est tout, ce qui est succession, tu peux me voir et puis on peut essayer d'en parler. Le problème, c'est que je ne suis pas allé vers elle parce que j'avais déjà eu ce traumatisme-là de pouvoir recevoir une attaque ou ce genre de truc pour faire un acte d'hérédité. Donc, c'est à ce moment que ça commence à être difficile. Tu dois payer l'étude de tes 3 petits frères, tu dois payer le loyer de maman, tu dois payer toi-même ton loyer, tu dois payer les factures. Alors que l'héritage suffisait amplement à faire tout ça. On est de Jacquesville, donc vous savez, nous, on a les terrains au bord de l'eau, on a des plantations de palmiers à huile, de manioc, on fait, oui, on a tout ça. On parle de beaucoup de biens. Mon père était aussi chef de canton à Zoriti, donc en fait, ces biens s'étendaient en fait un peu partout, sur toute la Coutière. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a rien, dans le sens où un an après que mon père soit décédé, un jour, je reçois le coup de fil de ma mère qui me dit que, tu sais quoi, les écoles de ton papa ont fermé. Mon père avait 3 écoles à son actif. Je te parle de 3 grandes écoles qui accueillaient minimum 300 élèves de l'État par an. Donc, il y avait des subventions. Enfin, quand tu accueilles des... Tu n'as même pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Avec juste ça, tu pouvais... pallier à... Les 3 écoles ont fermé. Les 3 écoles ont fermé. Les 3 comptes liés aux écoles où l'État faisait les versements des affectés ont été vidés. Qui sont fermés. Mon père avait il était sur des projets avec le Rosé, avec des entreprises immobilières. On ne sait plus où c'est parti. Ces voitures. On a reçu juste qu'une seule voiture parce qu'encore cette voiture-là était en train d'aller tuer la tante en question. Elle était sur le pont de Jacquesville et il y a une roue qui s'en mêlait. Elle partait et puis c'est juste là qu'elle est venue déposer cette voiture. Elle est venue déposer juste pour dire genre, c'est incroyable. C'est ça, les choses mal acquises, c'est toujours comme ça. C'est que cette voiture-là qu'on vrai. Mal acquise, c'est comme ils ont bouffé l'argent. Parce que là, l'école a fermé, ils ont vidé les comptes. Oui, ils ont vidé les comptes, mais aujourd'hui, comment tes oncles et tes tantes vivent? Est-ce qu'il y a eu un changement dans leur vie ou c'est... Après, moi, j'ai pas gardé contact. J'ai pas contact avec eux, en vrai. Ni moi, ni ma famille. On ne leur demande pas de nous aider par rapport, parce que Dieu faisant, sa grâce, nous, on a pu s'occuper de nos petits frères, de ma mère, tout va bien chez nous. On n'a pas eu besoin de leur demander encore de ce qui en était. C'est quand ma mère va comme ça au village pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de mon père qu'elle a écho de ce qui se passe et puis elle vient nous rapporter. Sinon, en vrai, jamais en état appelé quelqu'un pour lui dire, bon, Germain, c'est comment, voici, non. Comment ils vivent, je ne sais pas, mais je sais juste qu'il n'y a plus rien de ce que mon père avait
comme qui est encore là. Qui est encore là. Vraiment, ce que je peux te dire déjà, c'est Yako. Ça n'a pas été facile. Je pense que Dieu, quand tu as une grande destinée, Dieu est avec toi, tu traverses les épreuves. Madame Aongo. Madame Aongo, effectivement, c'est différent. Lui, il y avait quelque chose, sauf qu'il n'a pas bénéficié de ça. Mais Madame Aongo, c'est carrément différent. Il n'y avait rien. Effectivement. Mais c'était quoi la relation entre Madame Aongo et son père? C'était vraiment convivial. Okay. Malgré les difficultés? Malgré les difficultés, c'était un bon père. Après son décès, on s'est battu. Au moment où il décédait, moi, je passais en terminale. Ma petite soeur, la dernière, faisait le CM2. Donc, ce n'était pas facile. Mais nous nous sommes battus. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Ah, applaudissements. C'est ce genre de success story-là qu'on veut entendre, des femmes qui partent de la difficulté. Parce que, Madame Aongo, vous êtes un exemple, hein. Plein de gens se seraient découragés, plein de gens se seraient laissés aller. Voilà, parce que vous avez connu le beurre un peu quand le vieux avait l'argent. Après, ça a dégringolé. Après, il part, il n'y a personne, beaucoup d'ingrats. Il y a beaucoup de gens qui auraient passé leur temps à s'apitoyer sur leur sort. Mais vous et vos frères, vous êtes battus pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Moi, je pense qu'on doit ovationner ça. On va marquer une petite pause pour essayer de débriefer encore et on revient après la pub. On est de retour sur le plateau de la Réunion. Héritage et succession en Afrique, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ça crée trop de problèmes. Voilà, on a Sandrine, qui est doctorante en droit de la famille, qui nous a expliqué un peu comment c'était censé se passer. Mais Brésil a un cas pratique pour elle. Ouais, parce qu'il y a des choses. Ouais. Oui. À supposer que ça soit une famille où, par exemple, le père, il a laissé des biens et tout pour les enfants. Sauf que ce sont les enfants qui ne s'entendent pas entre eux. C'est dit, ça crée une dispute monumentale entre les enfants. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est par rapport à l'aîné? À l'âge, voilà, à l'âge. Est-ce que c'est par rapport à ce que le père a laissé? Bon, comment tout ça se passe? En fonction de l'ordre des héritiers, si ce sont les enfants qui viennent, tous les enfants sont égaux. Comme je l'avais déjà dit, tous les enfants sont égaux. Ils ont droit à des parts égales. Peu importe. Donc, si, exactement, que ce soit un bébé. On peut avoir un aîné qui a déjà une vie, qui a une famille, qui doit s'occuper de sa famille. On peut avoir un bébé d'1 an. Tout le monde a droit à la même part. Oui, pour la succession. Parce que, je ne sais pas, peut-être de ma courte mémoire, les enfants adultérés aussi pareil. Oui, ils ont les mêmes droits. Même les enfants adoptés. Ok. Même les enfants adoptés. Les enfants de dehors ont les mêmes droits que les enfants. Tout le monde. Une fois que l'enfant est reconnu par le parent, par la personne qui décède, comme son enfant, la filiation est établie, c'est-à-dire que c'est son père ou c'est sa mère. Donc lui. C'est pour ça que souvent au décès, il y a des mauvaises surprises. En tout cas pour la femme. Tout le monde apparaît là maintenant. Voilà. Donc tous ceux qui apparaissent ont droit à la succession. Mais comme je l'avais déjà dit, ils doivent figurer sur le jugement d'hérédité. Maintenant, pour les frères et sœurs qui se disputent, bon, pendant qu'il est encore là, il sait par exemple lequel de ses enfants, il y a peut-être une entreprise. Il sait lequel de ses enfants s'occupe de l'entreprise. C'est lui qui est, je dis n'importe quoi, le directeur général. Et il y a un autre qui ne s'intéresse pas du tout à l'entreprise, je ne sais pas, il fait autre chose. À lui, on ne va pas lui donner la gestion de l'entreprise. Alors qu'il y a autre chose à faire. Mais il aura forcément, soit il a droit à la production, il a droit, par exemple, à un fruit qui naît de l'entreprise. Mais ce n'est pas lui qui sera désigné comme le gestionnaire. Et le père peut faire ça de son vivant. Donc, mais est-ce que le testament exclut la fièvre? Non, justement. Le gars là, il a beaucoup souffert. Exactement. C'est chaud. C'est ça notre grand problème. La sorcellerie? La sorcellerie. Et cet ingrédient-là, c'est tellement présent dans nos sauces ici en Afrique que même la loi parfois semble impuissante. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup trop de tests. Le problème, c'est leur application. Parce qu'il y a des peurs. Exactement. On a l'exemple de Jean Marchal qui clairement n'a pas voulu aller plus loin à cause de ce qui est du alors danger que s'il ne le mettait pas, il ne met pas son droit, il ne l'exerce pas,
Le magistrat qui est assis là-bas ne peut pas savoir que Jean Martial a un problème. Si là, il se réveille, il n'a plus peur de ce qui lui faisait peur et il décide d'aller, juridiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller en prison, puisqu'ils ont, je suppose les écoles ont été fermées, tout ça. Ils vont aller en prison et ils vont quoi? Si on les condamne, déjà, il faut que Jean Martial prouve qu'ils ont vraiment dilapidé les biens. C'est-à-dire qu'il va porter plainte. Aller en prison, généralement, il faut distinguer. Aller en prison, c'est lorsqu'on va dans les cadres pénals. S'il est poursuivi au pénal pour soit, peut-être, ils ont pris quelque chose qui lui appartenait, ce n'est pas du vol, mais une autre sorte d'infraction qui emmène en fait à dire que c'était à lui, c'était sa propriété et elle a été soustraite de ses mains. Donc, dans ce cas-là, lui, il peut obtenir qu'il soit sanctionné. Qu'il soit mis en prison. Mais s'il ne veut pas aller au pénal, il peut toujours les poursuivre pour être dédommagé. Pour être dédommagé. C'est est-ce qu'ils ont l'argent pour les dédommager? C'est ça aussi, malheureusement. Et puis, une fois qu'il obtient ce acte de ce jugement d'hérédité, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste actuellement? Il ne reste pas grand-chose. Et je pense même, au vu de ce qu'il explique, qu'il y a peut-être plus de dettes. Il y a peut-être plus de dettes derrière qu'un actif considérable. Donc, il risque à compte de se retrouver à répondre des dettes, voilà, des dettes qui ont été créées par d'autres personnes. Donc c'est possible d'aller au parce que généralement, lorsque les héritiers s'entendent, ils peuvent s'entendre pour dire que voilà comment on gère. C'est pas tout le monde qui va devant le juge forcément. C'est quand ils commencent à avoir un problème. Il y a des familles où les gens s'entendent. Ils dispatchent les choses. C'est possible de faire ça. On n'a pas besoin de toujours mêler la loi à ça. Et généralement, ils mêlent la loi à cela parce qu'ils ont besoin que leurs droits soient consolidés. On s'entend et un matin, quelqu'un passe derrière nous faire harakiri. Ok, donc, ça arrive. Et ça arrive. Parce que, voilà, si on décide de dispatcher entre nous, que moi j'ai moins que ce que je veux, je peux aller solliciter la loi. Je demande qu'on établisse ce jugement d'hérédité et puis voilà. D'accord. En tout cas, merci pour cette intervention. Ça nous a permis d'être situé parce qu'on nous ment beaucoup. C'est vrai qu'il y a des histoires de sorcellerie, mais même sur le droit là, moi je ne savais pas par exemple que tous les enfants avaient les mêmes droits au niveau de l'héritage. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris. On a notre public qui va maintenant intervenir. C'est la rubrique Faut dire tout. Là, c'est le moment où le public a droit à la parole, de parler sur les différentes expériences. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Ouais. Bonsoir, Brésil. Bonsoir. On est deux ici. Oh, arrête là. On est deux ici. On est même plus que deux. Bonsoir, Susper. Merci. Bonsoir. Il dit bonsoir, Susper. Bonsoir. Tu as Brésil, ça sonne mieux, honnêtement. La question que j'aimerais te poser, c'est savoir si ta maman est prise et si toi aussi tu pries. Parce que les gens peuvent faire la sorcellerie, oui. Mais si tu n'as pas la foi, de là où ton papa est, il dit, oh mon fils, tu as tout gâté. Parce que tu ne pries pas en fait. Si tu pries, ils te font chaud, tu les fais chaud. Même si tu es malade, tu les fais chaud. On n'est pas dans le cas là. C'est chic dans la bouche. Au chaud, tu fais au chaud. Donc, je me dis que c'est la prière en fait. Peut-être qu'il n'y a pas un peu de prière. Même si elle prie, ce n'est pas dosé en fait. Tu vois, non? C'est un peu ça. Merci pour ta question. Et comme on le dit, quand on ne se trouve pas dans cette situation, c'est bien de dire oui, tu peux prier, et puis on te l'envoie, et puis on te l'envoie, il n'y a pas de souci. Mais dans mon cas précis, déjà, il faudrait que c'est quelque chose que je n'ai pas dit. J'étais le seul enfant de mes 7 frères et sœurs qui avaient la volonté d'aller à la justice, en fait. Et comme j'étais déjà le premier, enfin l'aîné à Abidjan, j'étais celui qui était beaucoup attaqué, qui pourrait recevoir peu importe l'attaque qu'il fallait. Quelle que soit la prière que tu vas faire par rapport à une situation donnée, il y a des combats qu'il faut éviter dans la vie. Et ça, c'est ma maturité, mon expérience qui me le fait te le dire. J'ai dit que j'étais indépendant très jeune. Donc, très jeune, j'ai appris à gagner de l'argent. Je n'attendais pas que mon père décède pour avoir ses biens. Donc, on voit qu'il ait pris ou pas. Moi, avec mon travail, mon petit travail que j'avais, je gagnais 350 000 par mois. Je m'occupais de ma famille et de mes frères et sœurs. Donc, j'ai pu préserver ma vie et que d'aller en bataille pour une cause finalement qui est vaine, parce qu'aujourd'hui, non plus cet héritage-là, ils l'ont dilapidé. Bon, finalement, j'aurais fait au chaud, et puis finalement, j'aurais perdu ma vie. Et ma mère, qui comptait sur moi pour pouvoir peut-être se relever, aurait perdu son aîné, et puis mes petits frères se retrouvaient à la rue et puis partir dans d'autres choses. Donc, en fait, il faut être juste intelligent vis-à-vis des situations dans la vie. Je ne dis pas que ta question, elle n'est pas, mais c'est juste que
fallait choisir fallait le bon faire la part combat des choses là. à ce moment-là. Ma mère, étant spirituelle, m'a donné le conseil justement de m'en écarter parce qu'elle savait que la vie allait avoir sa revanche sur nous, sur ce qu'ils ont pu faire. C'est bien dit. C'est très bien dit. Très On bien va dit. prendre une deuxième personne, voilà, qui va donner son avis. C'est peut-être des questions, avis, voilà, que vous voulez. Est-ce qu'on a quelqu'un? On a quelqu'un derrière. Voilà. Bonsoir, je suis père. Bonsoir. Bonsoir. Il a dit quoi? Il me salue. Ah, bonsoir. Ah, après, il a dit bonsoir. C'est quoi ton prénom d'abord? Kevin, Kevin? D'accord, dis-nous. j'aimerais poser la question à notre doctorante. J'ai souligné 2 mots dans vos dits. La loi et la fièvre, disons, la coutume. La sorcellerie. Il dit la vie, disons la coutume. Ça me fatigue beaucoup par rapport à la succession. Est-ce que la loi peut stopper la coutume dans le cas de la succession? En principe, depuis 1964, la loi a stoppé la coutume. La loi a déjà stoppé. Officiellement. 1964. Donc, je dis en principe, depuis 1964, la loi a stoppé la coutume parce que c'est la loi qui s'applique d'office. Et par exemple, on parle de succession ab intestate, c'est-à-dire succession sans testament. Donc, dès que quelqu'un décède, qui ne laisse pas de testament, c'est cette loi sur la succession-là qui s'applique. Maintenant, la coutume perdure. Pourquoi? Parce que nous, vous et moi, nous continuons de donner la force à la coutume. C'est nous qui lui donnons du crédit. C'est nous qui lui permettons de pouvoir continuer. Quand il s'agit de faire quelque chose, non, on dit on ne fait pas ça. Je ne dis pas que la coutume est mauvaise. Ah, bien sûr. On est d'accord. Mais il y a certaines choses dans la coutume qui parfois ne nous conviennent pas. Et puis on accepte parce qu'on dit c'est comme ça. Mais tant qu'on sera toujours en train de dire c'est comme ça, bon, ils ont dit on va laisser, ça va rester. Moi, je pense que le problème aussi, c'est parce que la coutume et la culture, c'est Exactement. un tout. Tu vois, donc, Exactement. il y a des points positifs comme les traditions, ce qui est positif, ce que l'extérieur voit, mais aussi des points négatifs. Mais on ne peut pas dissocier les deux. Et c'est pour ça que peut-être faire on un peut, tri. mais les gens prennent. Voilà, ils le prennent tout le en tout. même temps. Par exemple, au Sénégal, les gens ont fait quelque chose qui est bien. Après l'indépendance, ils ont choisi. Donc, il y a la coutume qui s'applique, il y a la loi traditionnelle qui s'applique et il y a la loi qui est venue avec le colon qui s'applique. Donc, quelqu'un décide. Moi, je veux que, par exemple, ce soit la loi musulmane qui s'applique à moi. OK. Ou bien je décide que ce soit le droit civil, disons la loi civile sur la succession qui s'applique à moi. Mais chez nous, on n'a pas eu ce choix-là. On nous a dit c'est la loi sur la succession pour tout le monde. Du coup, on ne s'est pas approprié cette loi. On s'est toujours dit, ça vient de l'extérieur, ce n'est pas à nous. Donc, on ne se sent pas concerné. Et tant qu'il n'y aura pas cette appropriation de la loi en tant que quelque chose qui nous appartient, qui nous fait du bien, et qu'on laisse la coutume prendre le dessus, la coutume continuera de... Ah, ça, c'est bien dit. Hein. Ça, c'est bien dit. On va faire un tour de table. On va faire un tour de table. Comme l'émission, on a appris beaucoup, mais je pense qu'on n'a plus assez de temps. On va faire un dernier tour de table. On a Jean-Martial qui a son histoire, qui a vécu des complications avec un héritage assez grand, mais qui n'a pas pu toucher. Donc, quelle est cette conclusion-là que tu peux... Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans ce même cas-là. Quel mot tu peux lancer comme mot de fin pour tous ceux qui sont dans ce même cas, qui sont en train de réfléchir, tu vois? D'accord. Déjà, si j'ai plus ou moins accepté de parler de mon histoire, c'est pour sensibiliser plus nos parents parce qu'on est dans une tradition qui fait que le père ou la mère a confiance généralement à ses frères et sœurs aux sorties de... Il se dit, oui, quand je vais partir, mon frère va gérer ou ma sœur va gérer, mais c'est parfois pas le cas parce que tu ne peux pas prévoir le cœur de ton frère quand tu partiras, en fait. Donc, il faudrait que nos parents aient cette présence d'esprit d'établir les choses de manière très claire avec les frères et les sœurs avant même qu'ils partent. Dans mon cas, si mon père avait dit clairement à ses frères et sœurs que bon, le jour où je ne suis pas là, voici ceux qui ont tant, on ne serait pas là. Je pense qu'il s'est dit plus ou moins, quand je ne serai pas là, ils vont faire les choses de confiance en fait. Et du coup, ça ne s'est pas passé comme peut-être qu'il aurait voulu. Parce que je me rappelle que je sais que la dernière personne à qui il a parlé avant qu'il parte, c'était mon petit frère. Et il lui demandait pardon. Et je pense qu'il était plus ou moins conscient du fait que ça allait en arriver là. Ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué parce que, étant le seul intellectuel de sa famille qui avait fait des hautes études, tous ceux qui sont à côté, frères et sœurs, au village, tout ça, ouais, ils attendaient juste ça en fait pour pouvoir aussi avoir une place dans la société. Avoir de l'argent. Donc c'est juste de leur faire savoir que bon,
parents, essayez de faire les choses dans la légalité. Même si aujourd'hui, tu n'es pas apte à faire un testament, il faudrait que tu aies un petit bout de papier ou un petit écriteau à ta femme ou à je ne sais pas qui pourra être que, reconnu. oui, même une lettre, même sur ton lit d'hôpital qui dit que oui, aujourd'hui, j'ai peut-être ça, ça. Essayez de les donner à vraiment mes enfants, même si j'ai des enfants dehors. Il faudrait que les choses soient établies de sorte à ce que des personnes ne puissent pas se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas gagné durement. En fait. Très clair. Merci beaucoup. C'est très bien dit. Madame Aongo. Oui, la gentille Madame Aongo. Oui, on sent qu'elle est gentille, elle aime l'homme. Merci. Ton histoire nous a Même chose que son papa. Ouais, ton histoire nous a vraiment ému. Quel mot de fin. Moi, j'aimerais que tu lances ce mot-là à tous les orphelins qui sont dans des situations compliquées du fait du décès de leurs parents. Parce que tu as un exemple de détermination. Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu as été déterminé, tu es passé au-dessus de ça. Donc, qu'est-ce que tu peux leur passer comme mot en les regardant par là-bas? Merci bien. Ça a été un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour partager mon expérience. D'abord, je voudrais m'adresser aux parents. C'est vrai, nous devons être généreux, mais n'oublions pas nos enfants. Parce que demain, après le décès, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, n'oublions pas les enfants. Pensons aux enfants. Comment que les parents pensent à leurs enfants, qu'ils préparent leur futur. Qu'ils préparent leur futur. Et aux orphelins, je voudrais leur dire de ne pas baisser les bras. Parce que moi, après le bac, j'ai commencé l'université, mais comme ça n'allait pas, je suis allée me chercher. Et après, j'ai repris. Donc aujourd'hui, je suis fonctionnaire, mais en même temps, je continue mes études. Je suis en train de faire une thèse en espagnol. Wow. Aujourd'hui, là. Oui, c'est fort. Je suis en train de faire une thèse en espagnol. C'est pour encourager, surtout les filles, les jeunes filles, à ne point baisser les bras. Le bonheur ne se trouve pas dans les bras des hommes, mais dans le travail, dans l'effort. Où tu es là, c'est magnifique. tu n'as pas framponné ça un peu en espagnol, pas tout le discours, hein, mais juste un petit discours. La partie où tu as dit qu'il ne faut pas compter sur les hommes là. Juste ça, tu framponnes ça un peu en espagnol et puis tu nous donnes ça. Ok, muchas gracias. De nada. Lo que quisiera decir es que cada chica debe trabajar. Cuando trabajamos, es trabajando que podemos obtener todo lo que queremos. No hay que ir en los brazos de los hombres, porque no hay nada ahí. Debemos trabajar para ganar la vida. Calmez-vous. Attendez, elle traduit. Je traduis pour la maman, elle dit. On a compris là. Hein? Tout le monde a compris. Pas compter sur l'un des garçons, bien ici, chacun se cherche. Hein? Nous, on est là, même, ça ne suffit pas. On ne peut pas venir compléter dans tes problèmes pour mettre encore nos problèmes. Donc, c'est ce que la maman a dit, prends les 2000, ça te suffit, n'est-ce pas? On va prendre maintenant. Non, hey, c'est pour rigoler. Je sais que c'est pas ce qu'elle a dit, mais ça se rapproche de ça. Ça on se va rapproche demander à pas de Sandrine. Ça se rapproche. Ça se rapproche pas de Prenez ça. les 1800, on va progresser. Ça Le ne casier est devenu cher. Notre doctorante, il faut parler On est avec parce que Sandrine. franchement, celui-là. Une conclusion pour tous les ignares qui sont là, pas vous, hein, tous les ignares qui sont dans la ville, qui ne savent pas ce qui se passe, qui veulent voler les héritages des gens, tout ça donne un dernier mot et vraiment ça va nous éduquer. Donc pour finir, comme je l'ai déjà dit, les lois existent et les lois sont vraiment protectrices de nos droits, mais tout dépend de nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un entend ce qui doit se faire, ce que la loi dit, il doit se présenter en apôtre pour pouvoir partager ça, pour pouvoir le dire, par exemple, en allant dans son village. C'est vrai, il y a la fièvre.
C'est vrai, il y aura même plus que la fièvre des fois. Mais si on veut que la situation se régularise, pour ne plus qu'il y ait des orphelins dans les rues qui soient livrés à eux-mêmes, pour qu'ils puissent avoir droit à ce à quoi leurs parents ont travaillé pour pouvoir vivre normalement, il faut que nous soyons tous respectueux des droits des uns des autres. Également aux parents, comme il a dit, il faut pouvoir faire des testaments. Le testament n'a pas besoin forcément d'aller devant un notaire. Il y a ce qu'on appelle le testament holographique. Vous devez l'écrire de votre propre main. Une fois que vous l'écrivez, vous attestez, vous mettez votre nom, vous signez à une date. Ça doit être écrit de votre main. C'est le plus facile des testaments. Vous les rangez quelque part, on le découvre, c'est ce que vous voulez, ce sont vos dernières volontés. Donc apprenons à le faire, respectons les droits et tous les enfants sont égaux devant la loi. Voilà. C'était une magnifique conclusion de la part de Sandrine, notre doctorante. Ce qu'on peut dire, la loi existe pour tous ceux qui sont dans ce genre de cas. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie, il y a tout ça, mais au milieu de tout ça, il y a la loi, il y a des possibilités d'avoir ce que vous méritez, d'avoir l'héritage. Maintenant, après, c'est la force aussi, c'est la détermination. Est-ce que ça en vaudra la peine ou pas? Il y a des fois où ça n'en vaut pas la peine. Il y a des fois aussi, je pense qu'il faut aussi aller au bout. Donc, chacun a son destin en main. Merci d'avoir été avec nous. C'était la réunion. Que Dieu vous bénisse en ensemble.